Honorable assistance, bonjour. Donc, nous allons reprendre la deuxième partie de notre journée, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer tout d'abord avec l'intervention de Madame Cheshou Tissem, qui va nous présenter une communication intitulée « Complexité des identités linguistiques durant la période romaine de l'Afrique du Nord ». Donc, sans plus tarder, j'accorde la parole à professeur Cheshou, et en lui rappelant qu'elle a 15 minutes. Ok, elle tâchera de respecter. Merci Madame la Présidente. Donc, rebonjour, chers étudiants, chers doctorants, chers collègues. Donc, j'ai pensé à intituler ma communication « Complexité des identités linguistiques durant la période romaine de l'Afrique du Nord », dans la mesure où, dans l'appel à communication pour cette journée, on avait privilégié l'axe diachronique dans l'approche des faits linguistiques et des faits de langue pour voir un peu la formation et l'évolution des langues à travers, donc, au Maghreb, donc à travers le temps. Et une des thématiques qui m'intéresse actuellement et sur laquelle je travaille, c'est l'histoire des langues au Maghreb. Et donc j'ai essayé de m'intéresser au discours, parce que quand on parle des langues, on peut parler des faits linguistiques, donc la langue en tant que structure, mais de la langue aussi en tant que discours, et plus précisément donc sur les discours épilinguistiques, mais des discours aussi identitaires en rapport avec les langues, et en faisant incursion dans l'histoire des archives aussi, parce que bon, il y a Esma qui travaille sur les archives, j'avais trouvé donc des témoignages datant donc du IIe siècle de notre ère, mais du 1er siècle aussi, où il y a des témoignages, où il y a des réflexions sur les questions de langue, sur les langues pratiquées à l'époque. Et parmi les langues donc pratiquées à l'époque, il y avait le grec et le latin, mais le punique avant. Et donc on va voir le rapport de force peut-être aussi qui existait entre les locuteurs qui pratiquaient ces langues. Alors pour ce qui concerne le plan de ma communication, je vais énumérer rapidement les langues pratiquées en Afrique du Nord avant l'arrivée des Romains, le plurilinguisme en Afrique du Nord au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, parce que c'est la période où il y a eu donc une activité littéraire et grammaticale importante réalisée par des Numides latinisés à l'époque, et j'aborderai en dernier lieu cette polyglossie et cette insécurité linguistique qu'on va retrouver chez une élite numide ou africaine latinisée. Alors, pour rappel, l'Afrique du Nord donc, est caractérisée par un plurilinguisme millénaire, je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai fait la présentation de la journée d'études. Les langues qui étaient pratiquées, certains le sont encore, c'est le libyque, sous ses différentes formes. On parlait des Libyens, les populations berbères se nommaient Libyens. Il y avait le punique aussi, après, le latin dit vulgaire qui était pratiqué à l'oral et à l'écrit, surtout. L'arabe sous ses différentes formes, donc à partir des invasions arabes, mais à partir surtout de l'arrivée des Banu Hillel, Asma en a parlé tout à l'heure. Nous avons le turc aussi qui était pratiqué, mais par une population restreinte, et le français en dernier lieu. Alors, cette coexistence, ou la coexistence de ces langues a impliqué à travers le temps de nombreuses situations de plurilinguisme, de bilinguisme et de diglossie aussi, ça va avec. Donc l'histoire des langues au Maghreb, c'est aussi, ou en Afrique du Nord, c'est l'histoire des dominations étrangères et donc des rapports de force entre ces langues. Alors nous avons la première langue très rapidement, c'est le libyque. Le libyque, c'est l'ancêtre du berbère, si vous voulez. Alors on retrouve des traces dans des stèles bilingues, libyco-punique. D'ailleurs, c'est grâce au punique qu'on a pu déchiffrer les termes donc, en berbère. Alors, les termes, ce sont quelques lexèmes, c'est des marques syntaxiques, des marques verbales et quelques éléments grammaticaux. C'est tout ce qui nous reste du libyque et c'est ce qui nous permet d'établir le lien entre le libyque et le berbère, ce qui nous permet de dire que le libyque est l'ancêtre du berbère. Après, il n'y avait pas une seule forme de libyque, il y avait plusieurs variétés de libyque qui étaient parlées à l'époque, parce qu'il n'y avait jamais eu d'unité de politique au Maghreb, et donc le berbère a toujours été éclaté, il l'est toujours aujourd'hui.
Alors, nous avons donc à l'époque des Phéniciens des stèles bilingues, donc libico-puniques, à l'exception de quelques stèles exclusivement libiques qu'on a retrouvées dans la région de Ain Lila, en Algérie, dans l'Est. Vous avez là une photo d'une inscription bilingue de Douga, ou de Touga en Tunisie, donc traduite en libique et en punique. Alors pour le punique, c'est une langue qui a été introduite donc après l'installation ou dès l'installation des Phéniciens à Carthage, il y a 3000 ans environ. C'est une langue aphrasienne, donc vous avez les détails sur cette langue. C'est une langue qui était utilisée ou destinée aux usages officiels, aux usages liturgiques, donc religieux. Elle avait des fonctions mystiques. Le terme punique est utilisé à la fois comme glossonyme, nom d'une langue, et ethnonyme aussi, nom de population, d'un groupe de population. Et dans la littérature, le mot punique, la littérature scientifique, on va dire, le mot punique désigne à la fois, désigne plutôt un état avancé du phénicien pratiqué au Maghreb, c'est-à-dire un phénicien mélangé avec du berbère ou voilà, très mélangé, on va dire, avec le berbère, ou un phénicien qui avait évolué au contact de la langue berbère, et le punique, pardon, fonctionnait comme une langue véhiculaire. Alors pour ce qui est du plurilinguisme et de la polyglossie, on a eu donc une phase de bilinguisme libico-punique dans le domaine officiel, donc à l'époque de Carthage. Il y avait aussi la pratique du grec à Carthage. À Carthage, la langue de prestige, c'était le grec, donc c'était le punique, mais il y avait aussi un bilinguisme qui impliquait la pratique du grec. Le grec était considéré comme une langue de prestige, et on va le voir que le grec va rester une langue de prestige et va être pratiqué appris par les rois numides qui faisaient donc leur instruction à Carthage. Et le grec va aussi rester une langue de prestige, même à Rome, quand plus tard, après les guerres puniques, Rome va valoriser le latin, mais à côté, il va y avoir toujours un bilinguisme et un usage du grec, un usage pratiqué par l'élite. Et on va voir que les numides latinisés vont aussi avoir recours à cette langue qui est le grec. Alors, qu'on peut noter, c'est que le libique sous ses différentes formes a toujours continué à être utilisé, même s'il n'a pas été évoqué dans les témoignages, dans les écrits, dans les correspondances des auteurs, des écrivains numides, des grammairiens numides, etc. Peut-être une exception, mais on va le voir. Donc, on va remarquer qu'il va y avoir un rapport de force à travers des textes, entre les langues, à travers des textes et des correspondances. Donc, nous avons d'abord le punique face au latin. Et on va voir que chez les auteurs numides latinisés, il va y avoir un sentiment d'infériorité ou d'infériorisation du latin, du punique, par rapport au latin. Donc on a Saint-Augustin par exemple qui reproche à Maxime de Mador, qui était son maître, ses moqueries à l'égard des noms puniques. Il va écrire: à quel point, répondait Augustin, as-tu pu oublier toi-même, toi un Africain écrivant à des Africains, alors que nous vivons l'un et l'autre en Afrique, pour penser devoir tourner en dérision des noms puniques. Assurément, tu regrettes d'être né là où demeure vivace le berceau de cette langue. Donc on a un Saint-Augustin ici qui défend le punique face à l'hégémonie et à la domination, on va dire, du latin. Voilà. Dans un autre passage, il écrit: et si jamais vous rejetez la langue punique, vous faites virtuellement le déni de tout ce qui a été admis par la plupart des hommes savants, que plusieurs choses ont été sagement préservées de l'oubli dans des livres écrits en punique. Non, vous devriez même avoir honte d'être né dans le pays dans lequel le berceau de cette langue est encore chaud. Encore, donc, défense et illustration, si vous voulez, du punique par Saint-Augustin. On ne sait pas très bien à quoi renvoie le terme punique, à quelle variété de langue renvoie le punique, mais certainement à un état avancé du phénicien au contact du berbère, je le rappelle, ou du libique. Alors, ce qu'on peut noter concernant Saint-Augustin, par exemple, c'est qu'il s'exprimait en latin, il ne maîtrisait pas le punique et il défendait la langue punique. Il écrit avoir appris le latin auprès de ses nourrices, donc il avait pour mère Monique qui était berbère et certainement berbérophone, mais aucune mention du berbère dans les écrits de Saint-Augustin.
donc il ne s'exprime pas dans la langue maternelle. Et il y a un détail dans les correspondances de Saint-Augustin où il dit que son accent africain lui a valu des remarques de la part de jeunes élèves romains, donc à qui il enseignait le latin, et qui lui ont un peu reproché son accent africain. Après africain aussi, on s'interroge sur à quoi renvoie l'africain. Alors, on a aussi une autre pique, on va dire, de l'évêque italien Julien Declane, qui va disqualifier ou essayer de disqualifier du moins Saint-Augustin en le traitant de discutailleur punique. Qu'y a-t-il de plus monstrueux que ce que raconte le punique? Donc Saint-Augustin était désigné, dénigré, on va dire, stigmatisé par rapport à son origine. Il était donc nommé le punique. Et Saint-Augustin qui répond: ne va pas parce que tu es né en Apulie, aujourd'hui les Pouilles, penser l'emporter par ta race sur ces puniques que tu n'es pas capable de vaincre par l'esprit. Donc il se revendique d'une origine punique. Alors on a aussi le cas d'Apulée de Mador, Afoulay en berbère. Alors il y a eu un célèbre procès rapporté dans l'apologie d'Apulée de Mador. Donc un procès qui lui a été intenté par son beau-frère et son beau-fils, l'accusant d'avoir ensorcelé sa femme, Pudentia, riche veuve. Et donc là, il s'est défendu. L'apologie, elle est en ligne, vous pouvez la trouver sur Internet, très intéressante. Et à un moment donné, il accable son beau-fils, son accusateur. Il dénonce sa pratique médiocre de deux langues, de ces deux langues que sont le latin et le grec. Alors, il ne parle plus jamais qu'en carthaginois, c'est-à-dire il ne parle que carthaginois, que punique. Si ce n'est le peu de grec qu'il a retenu du temps où il était auprès de sa mère. Mais pour parler latin, il ne le veut pas et il n'en est pas capable. Vous l'avez entendu s'exprimer tout à l'heure, Maximus. N'est-il pas scandaleux que mon beau-fils, le frère d'un jeune homme aussi instruit que l'était Pontianus, ait pu bégayer à peine quelques syllabes, donc en latin, quand vous lui demandiez si sa mère leur avait réellement fait donation des biens que je déclarais leur avoir été sur ma demande concédée sur elle. Donc là, il est dans l'attaque contre donc son beau-fils qu'il accuse ou qu'il essaie de disqualifier parce qu'il ne maîtrise pas la langue de l'Empire, donc le latin et le grec qui est langue de prestige, et il ne parle que carthaginois. Voilà, c'est le peu de considération qui est prêté à la langue punique. Donc pour ce qui est de l'insécurité linguistique par rapport à la langue grecque, nous avons l'exemple de Fronton. Donc Fronton Marcus, aussi numide latinisé, né à 95 à Cirta. C'est un grammairien, rhéteur, épistolier, avocat. Il occupa aussi des fonctions de consul et de sénateur. Dans une lettre qu'il adresse à l'empereur Marc Aurèle, il écrit en grec. Donc il va écrire en grec et il va s'excuser de la pratique de son grec. Signe d'insécurité linguistique, bien évidemment. Alors, encore une prière à la façon des géomètres, et laquelle: si quelques mots de ma lettre t'a semblé impropre, barbare, peu décent, peu attique par rapport au dialecte grec, ne fais attention, je t'en prie, qu'à la valeur du mot en lui-même, car tu sais que je ne m'attache qu'aux mots en eux-mêmes et non au dialecte. Le site Anacarcine ne parlait guère le langage attique, mais il était digne de gloire par la grandeur de sa pensée et de ses inspirations. Je me comparais donc à Anacarsis, non par Jupiter que je sois aussi sage que lui, mais c'est qu'il était barbare comme moi, car il était scythe des Scythes nomades, et moi je suis libyen des Libyens nomades. Et il ajoute par rapport à son parler: j'ai de commun avec Anacarsis d'avoir vécu au milieu des pâturages, j'ai de commun avec lui d'avoir bêlé, puisque bêlé est le langage des pasteurs nomades. J'ai donc comparé mon parler barbare au bêlement. Et je termine enfin cette lettre qui ne contient rien autre chose que des images. Donc c'est pour vous dire un peu le degré de dévalorisation et d'infériorisation de ses parlers, de son parler par rapport aux origines, donc qui sont les siennes. Donc il découle de ces quelques exemples les constats suivants: la complexité des situations
des profils et des identités linguistiques de l'élite africaine latinisée. Donc il y a un sentiment d'infériorité, une haine de soi ou une dévalorisation de soi qui date déjà du premier, du deuxième millénaire de notre époque. C'est pour voir un peu la complexité des discours identitaires sur les langues, des discours épilinguistiques également. Donc ce sentiment d'infériorité face à l'hégémonie, face à la domination du latin et du grec à l'époque. Voilà, je vous remercie. Vous avez respecté le temps, donc vous avez même terminé 2 minutes avant le temps prévu. Donc,